Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap AEW sur Squash FM. On se retrouve une nouvelle fois avec une petite interruption la semaine dernière, mais on se retrouve tout beau, tout frais pour la 300e de Dynamite. Déjà 300 épisodes, incroyable. Donc AEW Dynamite qui bat Nitro, alors que ça partait bien, on va quand même pas se mentir. C'était un programme qui démarrait haut, qui a eu des grosses descentes et qui maintenant est un programme stable du catch, ce qui est déjà une grande réussite parce que c'est rare d'avoir des programmes stables dans le catch. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu après, un petit peu audience, on va un petit peu détailler ça. Mais aujourd'hui, surtout aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont récurrents. On a TNA, on a WWE et Dynamite dorénavant avec Collision sont des shows qui tiennent et qui sont là toutes les semaines à des dates récurrentes, et 300 épisodes, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc on va pouvoir parler un petit peu de ce show-là. On était à Ontario, en Californie, devant un peu plus, je crois, 5000 personnes, il me semble avoir vu sur WrestleTix, le compte Twitter là qui donne le nombre de tickets vendus par salle. Il me semble avoir vu que c'était un peu plus 5000 personnes, donc pareil, belle audience, un gros public réuni. Pour un public qui n'est pas un public WWE, c'est beaucoup de spectateurs. On est quand même sur des énormes chiffres pour des personnes qui viennent voir du catch, et surtout, voilà, pas du catch mainstream, on est sur du catch qui catch. Donc, plus difficile de rameuter des audiences quand c'est comme ça. C'est la preuve que le produit est bon, et d'ailleurs, pour prouver à quel point le produit est bon actuellement, on va parler un petit peu de ça. Le AEW a sorti cette photo-là sur Twitter, avec donc les derniers trimestres, l'augmentation de l'audience sur les derniers trimestres, donc sur les différents segments, etc. On va pas détailler beaucoup plus que ça, parce que moi je pense que on n'a pas à apprécier un produit à travers ses stats d'audience. Peu m'importe que le show soit regardé par 5 personnes ou par 600 000. Moi l'important c'est que j'aime le produit. Si d'un coup le produit il est pas bon, c'est pas parce qu'il est regardé par plus d'1 million de personnes que ça le légitime. Mes avis. Moi, je regarde aujourd'hui beaucoup de catch. La plupart des shows que je regarde sont pas des shows avec énormément de spectateurs. C'est pas très grave, c'est quand même des shows que j'apprécie souvent énormément quand même. Donc, c'est juste pour constater que le fait de produire quand même un produit de qualité aujourd'hui aux États-Unis, c'est possible et ça fonctionne. On est sur des audiences à un peu plus de 600 000 personnes pour leur dernier trimestre de Dynamite. C'est des bons chiffres, c'est même des excellents chiffres. On est quand même sur au talon de WWE et de ce qu'ils peuvent faire en audience télé aujourd'hui. Niveau salle, WWE book encore des bien plus grandes salles qu'AEW et remplit des grosses salles. Pour l'instant, il y a toujours ce petit problème de ramener des foules dans les arènes. Et encore un problème qu'on ramène 5000 personnes dans une arène, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de shows à travers le monde entier qui rêveraient d'avoir ne serait-ce que 5000 personnes dans des pay-per-view. Donc voilà, toujours à remettre à l'échelle. C'est pas parce qu'il y a un monstre qui chope énormément que ça veut dire que tout le reste est moins bien. All Elite, c'est vraiment aujourd'hui du numéro 2 mondial et ça amène beaucoup d'audience et c'est un produit qui pèse très lourd aujourd'hui. Ça a vraiment un poids dans le catch. Et c'est là où c'est un peu intéressant de regarder ces statistiques-là de chiffres qui ressortent. C'est vraiment ce côté de se dire, proposer un produit de catch, et en plus, c'est depuis le début de l'année un produit de très bonne qualité sur le catch, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y avait de la place pour ça. C'est un produit complémentaire au produit de WWE. Aujourd'hui, les fans, ils ont ces choix-là. C'est des produits facilement accessibles. Et voilà, la preuve que ça fonctionne. Donc tant mieux. C'est juste pour ça que je voulais montrer un petit peu ce graphique-là. C'est pas pour dire voilà que W c'est un moins bon produit que WWE ou un meilleur produit. C'est un produit différent que moi je trouve largement meilleur à celui de WWE, mais c'est que mon avis il n'a pas beaucoup plus d'importance que ça. On commence avec une promo d'Adam Page qui arrive, qui est complètement over. De toute façon, le public est dingue à chaque fois qu'Adam Page arrive. C'est le mec le plus over de la fédération. Tout le monde n'a qu'une envie, c'est qu'il prenne le titre mondial à Jon Moxley à All In Texas. Il parle de sa promesse de délivrer à AEW des Death Riders et il demande à Moxley et aux Bucks de tout donner.
de tout venir lui donner, que voilà, s'il veut gagner ce titre, il veut le gagner en ayant que ce ne soit pas débattable, que sa victoire soit nette et sans bavure, donc il doit tous les battre. Et pour tous les battre, il propose un Texas Deathmatch. Donc, on peut peut-être s'attendre à pas mal d'interventions, de l'overbooking, à un peu leur équivalent de leur finale Avengers. Je suis curieux de voir cette version-là côté AEW. En tout cas, ça a été build depuis pas mal de semaines, pas mal de mois dorénavant. Pour le coup, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Moxley arrive ensuite pour dire qu'Hangman n'a pas envie vraiment de gagner, il n'a pas envie de devenir champion, il n'a pas envie de devenir le numéro 1, qu'il préférerait être le numéro 2, qu'il n'a pas envie d'être dans un Texas Deathmatch avec lui, surtout avec les Death Riders qui sont alignés derrière. Et donc voilà, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que Moxley tente de vendre le Texas Deathmatch comme étant un match violent. Bon, on peut se rappeler des deathmatchs qu'il y a eu du côté de l'élite. Le dernier en date, je me demande si c'est pas le Swerve Hangman. On se rappelle des cris d'horreur à la fin du match également. Voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est une stipulation qui est distribuée avec parcimonie du côté de l'élite. Et donc, ça a une légitimité quand on essaye de mettre over la stipulation en elle-même. Parce qu'elle n'est pas donnée tout le temps pour n'importe quoi. Elle a un côté exceptionnel qui rend tout de suite un match plus over parce qu'on annonce que t'as un Texas Deathmatch. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit que ce soit distribué. En plus, voilà, Moxley met over la stipulation. Il se met over lui également en disant que c'est un maître de la discipline. En même temps, Moxley, on sait qu'il est très bon dans ce genre de match, dans les matchs un peu hardcore, etc. Moi, ça me va très bien comme ça. Derrière, on a les Death Riders qui arrivent. Petite embuscade de Castagnoli, Marina Shafir et d'un SDF qui viennent s'en prendre à Hangman. Donc voilà, comme je disais, on nous prépare le match derrière parce qu'il y a Samoa Joe qui vient faire le save. Il me semble avoir vu Hobbs également. Il y a dû avoir Shibata aussi, qu'on voit rapidement à un moment dans un angle de caméra. Mais voilà, on nous prépare cet énorme affrontement où tout le monde va plus ou moins se retrouver dans ce match final d'All-In. Je suis curieux de voir ça. Je suis curieux de le voir. En tout cas, tout a été build. Normalement, tous les participants devraient y être. Devraient être sur le pay-per-view. Ça fait un moment que voilà, Samoa Joe, enfin The Ops, construisent quelque chose contre les Death Riders. Donc il n'y a rien d'illogique pour l'instant. Il n'y a rien d'illogique à les voir se tourner autour à l'approche d'All-In. Ça me fait pas trop peur, moi, de mon côté. Je suis assez excité même à voir ce que ça va donner. Parce que j'ai une d'assez grosse confiance sur l'élite vu le produit qu'ils nous proposent ces derniers temps pour nous proposer un deathmatch même avec de l'overbooking qui peut être correct. Donc ça me fait pas trop peur pour le coup. Et après ce passage-là, on a Moxley qui accepte du coup le Texas Deathmatch de ce côté-là. Ah oui, et surtout oui, la Buckshot Lariat de Hangman Page sur Marina Shafir sur un public qui tire comme pas possible. Vous pouvez regarder la tête des gens au premier rang, c'est fantastique. Et franchement, c'est assez fou de réussir à rendre ce move-là over pour un babyface. Et ça a marché. Ça à quel point ils ont réussi à rendre les Death Riders insupportables et détestables pour tout le monde. Donc ouais, ça montre que le build jusque-là est réussi. Du côté de l'élite pour All-In, en tout cas, c'est complètement réussi. Et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de voir Adam Page gagner. Et s'il gagne All-In, je pense qu'il va y avoir un sentiment de libération pour tout le monde. Après ça, on enchaîne avec le premier match du show. Mina Shirakawa contre Mercedes Moné pour le titre TBS. Un plutôt bon match, je crois, qui dure un peu plus d'une dizaine de minutes. J'ai pas trop regardé le temps. Pour pas vous mentir, il y avait un petit peu de suspense, on pouvait s'attendre un peu à ce que Mina prenne le titre avant, etc. Au final, la logique est respectée, Mercedes Moné conserve le titre sur un roll-up, Mina Shirakawa reste forte. Moi je suis content que Mercedes garde le titre et qu'elle garde ce côté over jusque là, parce que là du coup elle pèse vraiment comme une grosse menace sur Toni Storm. Il y a une grosse menace aussi sur le fait juste de voir Mercedes prendre tous les titres du coup, littéralement.
Je sais pas trop ce que ça a donné. Moi, je suis très excité à cette idée-là. La seule chose qui me fait peur, en fait, là-dedans, c'est le fait que ça réduise encore la place des femmes chez All Elite. Parce que s'il y a vraiment un gros point noir, et on en a parlé déjà sur tous les derniers récaps All Elite, mais ça ne s'améliore pas, c'est vraiment la place aujourd'hui des femmes sur les shows Dynamite. Même Collision. On n'a pas beaucoup de temps pour elles. Là, c'était le seul match féminin, et d'ailleurs, il me semble même que c'est le seul moment où on voit des femmes de tout le show, ce match-là. Au moins, quand t'avais le titre TBS et le titre mondial qui étaient séparés, qui étaient dans des histoires différentes, de temps en temps, ils se forçaient un petit peu à faire deux histoires, à faire des choses différentes. Moi, j'ai un peu peur que si les deux titres vont sur Mercedes, qu'on réduise ce temps d'antenne des femmes. Moi, j'aimerais bien que Mercedes prenne les deux titres, mais j'ai peur que du coup, il y ait il y a un contre-coup à ça, quoi. Et c'est plus le booking qui me fait peur, plus que une victoire de Mercedes. Donc c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. Ce petite vignette un peu fun sur les Bucks là, qui chopent une limousine et qui font le tour de la ville avec la limousine, qui font de la balançoire. J'imagine que c'est pour but le fait que la limousine se fera détruire dans un futur show, je ne sais pas trop, mais ça m'a fait rire. Derrière, on avait le four-way pour décider de la place de numéro 2 au Casino Gauntlet Match de All-In pour les messieurs. La place de numéro 1 ayant été prise par Mark Briscoe et la place de numéro 2 sera prise par MJF au cours de ce match. Donc on avait AR Fox, Brody King, Anthony Bowens et MJF. AR Fox, ces derniers temps, il a du temps d'antenne et qu'on parle de valoriser son temps d'antenne, AR Fox, franchement, on est quand même sur un super catcheur et dès qu'il est là, il bouffe l'écran, quoi. C'est toujours le mec qui a le raw spot assez incroyable. Il a tout le temps 2-3 moves sympas à regarder et c'est dur de se décrocher de l'écran quand Air Fox est dans un match. Surtout sur les multi-man matchs comme ça où il est très bon, je trouve. Brody King est encore très fort là-dessus. Et un peu le même constat que les dernières semaines. Je suis content de voir Anthony Bowens dans ce genre de spot. Mais il est beaucoup moins pertinent que les trois autres. Et ça, c'est quand même vachement dommage, je trouve. Du côté d'Anthony Bowens. On aimerait le voir un peu plus considéré, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher Anthony Bowens? On peut peut-être commencer à se poser la question. Et petit côté un peu drôle aussi, un moment où MJF va s'installer à la table des commentateurs pendant le match. Ça m'a fait un peu rire. Derrière, donc on a MJF qui gagne. Petit détail que j'ai bien aimé sur le finish, sur le armbar, du coup la Mystica, au final, MJF qui continue de taunt Mystico à distance. Et qui pense à aller chercher le pied d'Air Fox dans les cordes pour éviter un potentiel rope break. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'attention du détail et ça m'a fait plaisir. Après le match, on a Mark Briscoe qui continue à taunt MJF, avec ce qui est écrit sur le t-shirt. On ne va pas le citer de peur de se faire ban cette chaîne YouTube. Donc, on va éviter de citer quoi que ce soit qu'a dit Mark Briscoe. Mais Briscoe est toujours super over et c'est pour ça que ça marche bien avec MJF, c'est que il y a un des plus gros babyface de All Elite contre un des plus gros méchants de All Elite. Forcément, quand les deux s'affrontent, le public il est à fond, il reprend tout, ça marche bien. Moi j'aime beaucoup. C'est facile, mais ça marche. C'est pas l'humour qui me fait le plus rire, mais voilà. Ça marche. Derrière, on a Jet Speed qui arrive pour se confronter au World Syndicate, pardon, je vais continuer à tout le temps dire Lord Business, je pense. Et ce qui est cool, c'est qu'on a enfin l'impression d'avoir une équipe qui a vraiment une chance à prendre les titres. Pour le coup, je pense que Jet Speed, c'est l'équipe la mieux buildée jusqu'à présent pour aller chercher les titres à Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Donc, je suis content de les voir là, surtout qu'ils marchent bien, ils sont over. Et pour une fois, leur syndicate arrive à mettre des adversaires over. Mais en même temps, je trouve que c'était pas facile avant, au vu de l'état de la division tag team, de mettre les différents adversaires over, au vu de comment ils sont cool de manière globale. Là, au moins, il y a des gens que le public aime bien. Et du coup, c'est moins dérangeant pour le public de se ranger derrière Jet Speed par rapport aux précédents challengers qu'on pouvait avoir. Et il y a un petit côté Fighting Spirit également avec Jet Speed qui se prend plusieurs beatdowns de suite mais qui refuse de rester au sol. C'est cool ça pour
pour apporter un petit peu encore d'overness à cette équipe-là et vraiment consolider le statut de babyface de cette équipe. Encore quelque chose de plutôt bien pensé et qui change du reste, surtout. Derrière le 3 contre 3, Takeshita, Young Bucks contre Bandido, Roderick Strong et Kyle O'Reilly. C'était un super match, peut-être le meilleur match de la soirée, probablement. C'est trop cool de voir Bandido qui continue d'apparaître toutes les semaines. C'est probablement le grand gagnant de ces tournées du côté du Mexique et de ces échanges culturels avec CMLL. Aujourd'hui, Bandido, il est devenu over grâce à ses apparitions. Et du coup, du côté de l'élite, on continue de le garder, de le faire apparaître à l'écran. Et c'est quelque chose que je trouve plaisant parce que Bandido, c'est un super catcheur. Et là, on le voit dans un 3 contre 3 contre les Bucks, qui est probablement la meilleure équipe du monde à chaque fois qu'ils montent sur un ring. Il y a des enchaînements qui sont incroyables dans le match. Moi, je suis fan. Je suis fan. En plus, victoire de Takeshita, ça fait plaisir de le voir gagner avec les Young Bucks. Est-ce qu'on peut se dire que Takeshita va peut-être se séparer de Kelly's Family aussi? C'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Moi, ça m'y a fait penser qu'on voit qu'Okada a l'air de plus se rapprocher de la Kelly's Family et que, évidemment, Takeshita et Okada ont pas l'air d'être complètement sur la même ligne. Je me dis qu'un Takeshita qui va remplacer Okada auprès des Bucks, pourquoi pas? Il y a un échange entre les deux, ça pourrait se tenir. Et puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait marcher correctement. Ça fait un super match d'exhibition dans l'ensemble, mais pareil, moi toujours cette question pour moi, c'est le match est génial. J'ai adoré le fait qu'il y ait ce match-là. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un match féminin à la place? On aurait pu remplacer potentiellement ce match-là par autre chose, pour donner un petit peu de temps d'antenne aux filles également. Il y a des histoires à raconter, il y a des super lutteuses dans ton roster. Ce serait peut-être intéressant à certains moments quand tu mets ce genre de match-là qui sont des matchs pour faire des beaux matchs. C'est cool de faire des beaux matchs, moi je suis très content qu'on ait vu ce match-là. Mais est-ce qu'il serait peut-être pas temps de voir pour rééquilibrer un petit peu tes shows et bon, je te demande pas de proposer un 50-50, t'as beaucoup plus de catcheurs masculins que féminins. Mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant de commencer à essayer au moins de faire un espèce de 70-30 dans tes shows? Je parle pas nécessairement de quota, mais ça fait pas mal de semaines de suite qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des mesdames. Est-ce que on pourrait pas essayer d'équilibrer un petit peu l'affaire à certains moments? Donc voilà, je pense qu'il y a une piste de réflexion à avoir là-dessus et il faut pas lâcher All Elite avec ça, il faut continuer de le reprocher. On sait qu'en plus Tony Khan il est actif sur les réseaux, etc. et que quand les gens se plaignent de choses, parfois il réagit. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer de mentionner et qu'il faut dire systématiquement. Donc derrière on avait le Swerve et Ospreay qui arrive après le match pour s'en prendre aux Bucks avec les beefs dernièrement. Ils veulent défier les Bucks pour un match à All-In. Les Bucks refusent dans un premier temps en disant qu'ils veulent quelque chose en échange. Hein. Et Ospreay prend la décision que si Swerve et lui-même perdent, ils ne pourront plus challenger un titre mondial pendant 1 an. Swerve n'a pas l'air trop d'accord avec la décision. Au final, il finit par accepter. Pourquoi pas? C'est une idée. C'est une idée qui peut permettre de encore protéger une affiche entre Swerve et Hangman si Hangman venait à gagner le titre, et qui permet potentiellement de renouveler le main event aussi. Moi je trouve que c'est intéressant dans le cas où Swerve et Ospreay perdent, le fait du coup de te forcer à diriger ces gars-là vers d'autres titres. En plus, on sait que bientôt, voilà, le titre de international qui sera soit de Okada, soit de Omega, sera considéré comme un deuxième titre mondial pratiquement. C'est vrai que on peut se diriger vers ces deux catcheurs-là, qui se dirigent plutôt vers ce titre-là pour créer une lignée assez intéressante à ce titre assez vite. Pourquoi pas? Mais je trouve ça intéressant. C'est un enjeu qui est sympa, qui en plus est pas assez gros pour dire ils vont forcément perdre, ils vont forcément gagner. Il peut y avoir ce doute là, et même s'il y a des fêtes de Swerve et Ospreay,
Je trouve que c'est intéressant du coup pour la suite de voir comment l'élite tourne ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils se forceraient à devoir trouver des idées en plus. Pour le titre mondial. Donc moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, on a un match de préparation du coup entre Ospreay et Swerve qui font équipe contre Dismortose et Dralistico. Le match est sympa, il n'y a pas grand chose de notable. C'est surtout un match pour mettre over Swerve et Ospreay. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de tension vu du segment d'avant. Bon, après voilà, ce n'est pas obligé d'en mettre, mais on aurait pu se donner une petite dissension, pas forcément grand chose, mais un petit peu histoire de mettre un petit doute. Il essaie de pas prendre cette voie-là, pourquoi pas, c'était quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi, par le passé dans d'autres contextes. On peut s'en passer, mais je trouve ça curieux vu de comment tu as construit ton segment juste avant. Pourquoi pas. Victoire sans surprise, bien entendu, d'Ospreay et Swerve. Et donc, qui iront partir à All-In. On le voit en bas à gauche de votre écran, qui iront affronter les Bucks à All-In, Texas. Dans maintenant une dizaine de jours, à 10 jours au moment du show, et moins au moment où vous regarderez cette vidéo. Ensuite, on passe déjà au main event. Un show qui s'est vite enchaîné, je trouve. On a enchaîné beaucoup les matchs. Il y a eu un petit passage avec Hangman au début, et après on a beaucoup enchaîné. Où il y a eu des petits segments publicitaires pour le film Superman, à gauche à droite. C'est pas des trucs super intéressants, mais bon, ça avait le mérite d'exister. Après, bon, faut bien gagner de l'argent, j'ai envie de dire. Si ça permet aux élites de garder des prix super attractifs pour attirer les gens dans leurs arènes, moi, je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Au moins, c'est de l'argent qui est gagné utilement, on va dire. Donc, Kota Ibushi contre Okada pour ce main event. Alors moi, je connais pas très bien Kota Ibushi, de mon côté. Je le connais essentiellement en fait sur le tournoi Cruiserweight de WWE à l'époque quand il avait participé à ce tournoi-là. Donc c'est un peu une découverte de Kota Ibushi dans ce contexte-là. Bon, j'ai été plutôt pas surpris parce que je connaissais un petit peu de loin, j'ai déjà vu des extraits, etc. Je connais quand même un peu le catcheur, mais disons que j'ai pas vu 50 matchs d'Ibushi non plus. Donc et puis en plus avec la blessure dernièrement, bon, c'était je l'avais vu à Glit quand il avait fait un match UWF Rules du côté de Glit, je sais même plus contre qui c'était. Non, c'était pas contre Parker Boudreau, mais il avait fait un match du côté de Glit en début d'année, si je dis pas de bêtises, que j'avais vu. C'était pas terrible, c'était même assez nul de mémoire. Et donc là, c'était le premier match de Kota Ibushi à la télé depuis un bon moment. Je pense depuis peut-être plus d'un an. Et un match plutôt sympa. D'ailleurs, à un moment, il y a un move, il y a un Tiger Driver du haut de la 3e corde. Pas vraiment un Tiger Driver, mais c'est quand même un peu un Tiger Driver. Le match est sympa, il y a une belle victoire d'Okada. Et c'est là où, de toute façon, je trouve qu'on voit là où Okada brille le plus, c'est-à-dire c'est dans les matchs où Okada subit. Dans les matchs où en fait où Okada il a un adversaire qui a l'air d'être au même niveau que lui, c'est là où il est le meilleur parce que c'est un mec qui sait encaisser et qui sait faire donner l'impression que son adversaire est super fort et que lui à tout moment il peut prendre la victoire sur le Rainmaker, sur un moment de doute de l'adversaire, etc. Et lui il encaisse et il y a un moment où il va réussir à trouver son chemin pour gagner. Et c'est ce qu'il fera en ce match-là en gagnant avec le Rainmaker pour remporter le match. Derrière, il y aura un petit beatdown sur Ibushi. Omega viendra faire le save avec toute la Don Callis Family qui sera arrivée. Donc, Omega et Ibushi qui se retrouvent, les Golden Lovers qui se retrouvent pour faire face à la Don Callis Family. Ils sont un peu en sous-nombre. La Don Callis fuit en même temps, c'est l'équipe des tocards de la Don Callis Family qui est là aux côtés de Okada. C'est ceux qui n'ont pas gagné un match depuis plus de 50 ans en cumulé, donc voilà. Grand respect à Rocky Romero par contre pour tout ce qu'il fait du côté de CMLL et de JPW, mais du côté de WWE c'est pas forcément toujours ça. Mais voilà, si à un moment ils veulent égaliser le nom, ils pourront peut-être appeler Paul White pour les Polden Lovers. Eh bien écoutez, on aura été efficace aujourd'hui sur ce format-là. Sur le AEW Recap du 300e épisode de Dynamite. On va s'arrêter là.
N'hésitez pas à me faire des retours. Comme d'habitude, c'est toujours un format qui est encore en construction, qui se construit un peu. Donc vraiment, quand je dis de pas hésiter à me faire des retours, c'est pas une notion de farmer des commentaires, etc., ou de farmer des likes ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour essayer de faire quelque chose qui peut plaire aux gens. Est-ce que là, comme ça, je touche à rien et on reste comme ça et je fais ce format-là de la même façon toutes les semaines? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Je vais faire en sorte de m'améliorer toutes les semaines de différentes façons. Mais n'hésitez pas à me dire ce qui peut être amélioré et ce qui est améliorable. Et surtout, ce que vous avez envie de voir dans ce genre de format. Et bien en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau récap AEW. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut sur Squash FM.